Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau du dimanche soir. Pour cette nouvelle année 2023, nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur, de réussite et de prospérité. Meilleurs vœux à mes camarades également, Laura Fortez. Bonsoir Laura. Bonsoir, merci. Tierno Souleymane Diopnian. Bonsoir Tierno. Bonsoir à l'une et mes meilleurs vœux aussi. Merci beaucoup. Nous allons également recevoir un pharmacien, nutrithérapeute et coach du mental. Il est le fondateur de l'Académie de la vie en action. Il vient nous parler de santé et de bien-être physique et mental. Nous recevons un habitué de cette émission, le docteur Keba Tamba. Bonsoir messieurs. Bonsoir Alain. Bonsoir. Avec le docteur Tamba, on va parler de santé et de bien-être physique et mental. Vous êtes le fondateur de l'Académie de la vie en action. Vous êtes pharmacien et nutrithérapeute. Toujours, on vous pose la question, en tant que pharmacien, est-ce que ce n'est pas assez paradoxal? Vous êtes pharmacien, vous êtes le champion du non-médicament, le champion vraiment de la santé. C'est avant tout un état d'esprit et que voilà, vous faites tout pour que les gens n'aillent pas dans les pharmacies. Oui, mais merci déjà, Lune, de me donner l'opportunité de revenir dans cette émission qui est vraiment une émission de qualité. Je pense que c'est un honneur aussi de retrouver des personnes que j'ai déjà rencontrées sur ce plateau. Mais en fait, je reviens à la définition de base de la santé, comme l'a bien défini l'OMS. C'est un état complet de bien-être physique, mental et social, en l'absence de maladie et d'infirmité. Le médicament, c'est pour soigner des maladies. Moi, je m'oriente maintenant vers la culture même de la santé, en se référant exactement à ce qui fait qu'on puisse dire Alune est en bonne santé, je suis en bonne santé, elle est en bonne santé, il est en bonne santé. Il faut donc que le bien-être physique déjà soit bien travaillé, bien construit. À côté de ce bien-être physique, il faut travailler le bien-être mental. Parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui que l'impact du mental sur la santé est presque au-delà de 70%. Le bien-être social aussi, c'est important qu'aujourd'hui, surtout dans la vie que nous avons aujourd'hui, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de contraintes, il faudrait aussi que les gens soient bien travaillés, bien préparés pour peut-être mieux bâtir un bien-être social qui est aussi une conséquence ou bien qui a beaucoup de répercussions par rapport à tout ce qu'il y a aujourd'hui comme aléas, comme difficultés relationnelles, beaucoup de choses qui font que malheureusement, les gens aujourd'hui souffrent d'un bien-être parce que le mal-être est la chose la mieux partagée. Absolument. Donc moi, aujourd'hui, avec cette académie, le travail ou bien la mission que nous nous sommes donnée, c'est comment montrer aux gens la meilleure façon de construire sa santé. Parce que, comme je le dis souvent, on a tendance à confondre santé et médecine. La médecine, c'est la maladie. La médecine, c'est comment faire pour que les symptômes que Alune me rapporte dans le cabinet, que je l'aide à gérer ces symptômes. Mais à la maison, c'est là où vraiment chacun doit construire sa santé. Et c'est ça aujourd'hui l'orientation. Donc, le fait que je sois pharmacien, au contraire, c'est même un plus pour moi. Parce qu'avec cette base, ça me permet encore de mieux m'investir sur le plan de la santé et aider les gens à revenir sur vraiment des aspects beaucoup plus importants. Vous avez parlé de deux aspects très importants. C'est sur ça que je voulais rebondir. Vous donnez deux chiffres qu'on nous rapporte par rapport à des études. D'abord, vous avez parlé de l'aspect mental. Vous avez dit plus de 70%. On a vu avec des études plus ou moins récentes que 80% même des maladies sont des maladies psychosomatiques. Absolument. Que ça vient toujours du mental. Et que vous avez parlé du social. Il y a une étude qui avait été faite aux États-Unis. C'est l'étude la plus longue qui a été faite de tous les temps. Parce que l'étude, elle a duré, je pense, 75 ans. Tout à fait. Donc, on a suivi des gens pendant presque toute leur vie pour voir. Ce qu'ils voulaient savoir, c'était voir qu'est-ce qui faisait le bonheur, déjà. Qu'est-ce qui faisait le bonheur. Et à la fin de l'étude, tout ce qu'on a pu voir, c'est ce que vous avez dit, le bien-être social. On a vu que les gens qui ont vécu le plus longtemps et ceux qui étaient le plus heureux à la maison, peut-être que ceux qui avaient les meilleures épouses. En tout cas, je pense que c'est déterminant le bonheur à la maison. C'est capital. On a vu que cette étude, c'est l'étude la plus longue qui a été faite à travers le monde. Et at the end of the day, ce qu'on a découvert, comme vous dites, c'est que le bonheur, c'est vraiment le bonheur social. Tout à fait. Donc vraiment, là,
qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ça? D'abord qu'il faut construire son mental et il ne faut pas badiner sur ses choix, je pense, à la base. Absolument. Oui, en fait, c'est tellement important parce que, comme je le dis, généralement, cet aspect et son impact sur la santé n'est pas intégré. De telle sorte que même dans la prise en charge, c'est vraiment exceptionnel qu'on puisse intégrer l'approche mentale dans la prise en charge globale. Mais aujourd'hui, comme vous le dites, le bien-être, c'est quelque chose de fondamental. Mais si vous demandez à quelques personnes de vous définir exactement ce que c'est le bien-être, c'est avec difficulté que les gens vont vous le définir. Alors que c'est la base de tout. À l'une, le monde, on ne peut pas le changer. Son environnement, peut-être, on ne peut même pas le changer. Même sa conjointe ou bien son conjoint, on ne peut pas le changer pour étayer ce que vous êtes en train de dire. Donc, la seule chose sur laquelle nous pouvons travailler, c'est sur soi-même. Absolument. Pour mieux faire face à toutes ces contraintes, pour mieux faire face à toutes ces relations qui, aujourd'hui, sont de plus en plus très, très désagréables. Et pour preuve, dans certains pays, aujourd'hui, pour être recruté ou bien engagé dans une entreprise, on va d'abord aller rechercher. Est-ce que ce monsieur a un bien-être social, familial d'abord? Parce que les émotions avec lesquelles nous sortons de la maison le matin vont impacter sur la qualité de notre travail au bureau. Tout à fait. Donc, si on dort mal, ou bien on est tout le temps agressé par sa femme, ou bien par son mari, mais exactement, ce rendement sera proportionnel à la qualité des émotions. Maintenant, le plus important aussi, c'est que le corps humain s'adapte. Et dans cette adaptation, malheureusement, c'est la qualité des émotions qui va déterminer la qualité du ressenti. Tout à fait. Donc, quel que soit le type d'agression, que ce soit une bonne agression ou bien une agression négative, le corps cherche toujours à s'adapter. Maintenant, c'est dans cette phase d'adaptation que toute la chimie maintenant est modifiée. Et c'est cette modification qui peut impacter et être à la base de, comme vous l'avez dit, 80% aujourd'hui des dysfonctionnements qu'on pourrait appeler maladies. Donc, il faudrait que toute personne et c'est sans vous interrompre, je veux dire, là, vous faites la transition, parce que c'est exactement ça qui est important. Parce que ce que vous dites, vous êtes en train de nous montrer ce qui amène la maladie. Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la maladie, c'est l'effort que le corps fait pour se soigner et pour revenir à un équilibre. Tout à fait. Et que quand le corps, par exemple, il y a un certain déséquilibre psychologique, mental, et que le corps, à travers des hormones, à travers tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est physiologique, essaye de ramener les choses à la normale, parce que vous avez, comme là je pense à dire ça, vous nous avez bien expliqué que l'hormone qui gère le stress, c'est toujours la cortisol. Voilà. Et là, quand on en produit tout le temps, c'est ça qui nous amène à avoir ces problèmes, à avoir le diabète, à avoir des maladies cardiovasculaires. Et en général, ce qu'on pense, c'est que parfois, on prend la maladie comme un ennemi. Et on se dit qu'on va combattre la maladie. C'est le propos même qu'on utilise. Il faut combattre la maladie. Exactement. Alors que quand on combat la maladie, on se combat soi-même, en fait. Absolument, donc, absolument. Oui, en fait, beaucoup de signes aussi, c'est des messages que l'organisme nous envoie. Et comme vous le dites bien, c'est dès qu'on dépasse la capacité adaptative du corps que certains dysfonctionnements commencent à s'installer. Mais tant que le corps est capable de gérer, il continue à gérer. C'est ça qui peut-être peut tromper certains jeunes. Tout à fait. En essayant peut-être de ne pas bien intégrer l'aspect santé dans leur vécu au quotidien, avec des modes de vie qui malheureusement ne font qu'épuiser l'organisme, il va chercher à s'adapter. Mais à partir de 40 ans, 50 ans, 60 ans, on commence à voir les défaillances parce que la capacité adaptative a été dépassée. C'est comme ça même qu'on définit le stress ou bien l'épuisement. Donc le cortisol, comme vous le dites, qui est cette hormone aujourd'hui, qui peut nous apporter de bonnes choses, s'il est sécrété en fait sur une courte durée. Malheureusement, aujourd'hui, notre mode de vie fait que nous avons des émotions désagréables, c'est presque toute une journée ou bien toute une semaine, toute une vie. La conséquence, c'est que cette sécrétion aussi n'est plus aux arrêts. L'organisme continue à sécréter. Malheureusement, on va arriver à des moments où le corps se retrouvera dans un état complètement déséquilibré. Et comme vous le dites, il n'aura plus les moyens de revenir à l'équilibre qu'on appelle l'homéostasie, comme vous le savez déjà. C'est la capacité de l'organisme à toujours revenir à la normale. Donc aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est de comprendre que tout partira des choix, comme vous le dites, de quel type de mode de vie que nous aurons choisi, en tenant compte du fait que toute décision ou bien tout choix aura des répercussions sur la qualité de notre existence, sur la qualité de notre santé. Et tout cela nécessite quand même une éducation. Parce que si la personne aussi ne sait pas qu'en adoptant telle attitude,
en prenant telle décision, en faisant tel choix, même si aujourd'hui je ne le ressens pas, mais au cours de mon processus de vie, je vais forcément ressentir les effets négatifs de ces choix que j'ai eu à faire il y a de cela quelques années. Absolument. Et maintenant, l'aspect le plus pratique de la chose, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne savait pas tout ça et qui est tombé malade. Oui. Là, on est dans un côté pratique où vraiment, parfois, la théorie, parfois, je ne sais pas si ça règle les choses ou pas, parce que là, la personne, tout ce qu'elle va vouloir, c'est avoir aller mieux. Tout à fait. Voilà, avoir un soulagement de ses problèmes, de ses douleurs. En ce moment-là, est-ce qu'il est facile de lui faire comprendre que les problèmes sont des problèmes plus ou moins mentaux et que lui-même peut les régler, alors que lui, il aspire à un bien-être immédiat? Parce que parfois, on tombe dans un cercle vicieux. Plus on est malade, plus mentalement on s'affaiblit, plus on s'affaiblit mentalement, plus on tombe malade. Exactement. Et maintenant, comment faire pour rompre ce cercle vicieux? Oui, déjà, il faut, je pense, dans la communication, amener cette personne à comprendre que cette thérapie proposée, c'est peut-être pour juste soulager, mais on n'agit pas à la source, ou bien sur la cause du problème. Il faut remonter. Je donne un exemple très simple. Quelqu'un qui peut-être a eu peut-être son diabète suite à des émotions désagréables. Ce n'est pas seulement en lui donnant des... C'est possible d'avoir le diabète. Bien sûr, même le cancer aujourd'hui, qui est cette maladie que nous craignons tous, parce que l'essentiel des cas découle d'un état émotionnel. Absolument. Parce que le problème, c'est quoi? C'est le niveau d'inflammation dans lequel nous nous retrouvons. Tout à fait. Donc, si cette personne croit qu'en prenant seulement ces antidiabétiques, va pouvoir régler son problème, alors que la cause de sa maladie est une cause plutôt psychologique, mentale, qui peut être due et liée à ses relations de couple, à ses relations avec ses enfants, mais vous passez à côté de la prise en charge. Parce Il y a un terme qui est à la mode maintenant, on dit relations toxiques. Toxiques, c'est vraiment un mot bien trouvé, des relations très toxiques. Parce que les gens n'ont pas été malheureusement préparés à l'une pour vivre ensemble dans un couple en harmonie. Le gros problème, c'est quoi? Les gens sont ensemble, mais n'ont pas de projet de vie. Et quand on n'a pas un projet de vie, ça devient compliqué dans les relations. Et c'est ce que les gens sont en train de vivre. Et malheureusement, ça se répercute de façon très, très, très désastreuse sur la qualité de la santé. Regardez des cancers qu'on voit aujourd'hui à des âges très précoces. Des diabètes qu'on voit à des âges très précoces. De façon globale, certaines pathologies qu'on ne voyait pas avant 40 ans, 50 ans, aujourd'hui, à 20 ans, 23 ans, vous les voyez. Qu'est-ce qui a changé? C'est le mode de vie et c'est ça aujourd'hui le problème. Mais d'un autre côté aussi, il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger et vous, que vous ne négligez pas parce que ça fait partie vraiment de vos chevaux de bataille, c'est la nutrition. Absolument. Parce que autant de côté mental, il faut y veiller, mais autant la nutrition aussi. Ça, je pense que beaucoup de problèmes, c'est qu'on s'empoisonne. Exactement. Oui, en fait, l'alimentation, c'est la base. Hein. C'est vraiment la clé dans toute solution par rapport à une qualité de santé. Parce que le corps humain fonctionne. Le corps humain, c'est un organe vivant. Il faut le nourrir. Il faut lui apporter ce dont il a besoin pour pouvoir fonctionner. Même l'intelligence, la qualité même de nos humeurs dépend de la qualité de notre alimentation. Maintenant, le problème aujourd'hui, il est dû au fait que les gens n'ayant pas reçu une éducation nutritionnelle ne savent pas exactement quel est l'impact ou bien l'importance de l'alimentation sur la qualité de notre vie. Nous mangeons généralement, comme je le dis souvent pour taquiner mes parents serrés, nous mangeons pour remplir le ventre. Mais ce n'est pas le but de l'alimentation. La preuve aujourd'hui, je sais que tu as beaucoup de notions sur l'alimentation. Si je te demandais de me faire un choix entre une banane et un morceau de pain, tu aurais choisi la banane parce que tu es bien édifié par rapport à l'apport que la banane pourrait t'apporter. Mais si je parle à mon frère serré, ils vont dire non, la banane, c'est pas. Lui, le pain, c'est sacré. Exactement. C'est sacré parce que pour lui, l'alimentation, c'est remplir le ventre. On est bien. On se sent bien, on est content quand on a fini de bien manger son téré ou bien son lard. Ça a un bon goût. Déjà, pour la personne classique, c'est ça l'alimentation. Alors que l'alimentation, c'est autre chose. Les céréales sont en très bonne santé avec le téré en milieu serré. En milieu serré, pas le téré de Dakar.
C'est ça le gros problème, Alioune. Moi, quand je mange, je sais pourquoi je vais manger. Quand je vais acheter des aliments, je sais quel type d'aliment je vais aller acheter. Même la couleur de l'aliment oriente mes choix. La qualité de l'aliment oriente mon choix. L'état dans lequel je vais consommer cet aliment est déterminant dans les choix que je vais faire. Parce que je mets en priorité d'abord la chose qui doit me maintenir en vie. La chose qui doit me permettre de fonctionner. La chose qui va produire de l'énergie pour que je puisse faire tout ce que je veux dans la vie. C'est la cellule. Elle doit manger. Elle a besoin de quoi pour bien manger? Elle a besoin de quoi pour me maintenir en vie? Elle a besoin de quoi pour me maintenir en bonne santé? C'est ça que je vais aller chercher dans l'alimentation. Donc j'ai une responsabilité, moi, personnellement, vis-à-vis de mes cellules, qui sont des enfants pour moi que je dois nourrir. Ils sont en même temps des enfants et des parents. Des parents en même temps, oui. Les deux, si vous voulez. Absolument. Parce qu'à un certain âge aussi, c'est nous qui nourrissons les parents. Ici aussi, je peux les considérer comme des enfants. Chaque matin et toute la journée, je dois être à la disposition, au service de ces enfants-là. En leur apportant de l'eau de qualité. Parce que déjà, à la base, c'est l'eau. C'est plus de 110% d'eau. Plus de 110% d'eau. Cette eau doit être toujours propre à l'une. Cette eau doit être toujours débarrassée de ces toxines. Comment faire pour qu'elle ne soit pas? Parce que c'est facile à dire. Nous, on voit l'eau qu'on consomme. Hein. Oui, on voit l'eau, mais l'eau du milieu intérieur, qui est aussi... Qu'est-ce qu'il faut pour que l'eau... Parce que vous parlez beaucoup d'eau alcaline. Bon, il y a un débat, des gens disent que oui, c'est bon, l'eau alcaline, d'autres disent que pas. Mais qu'est-ce qu'il faut d'abord? Quand on a bien filtré l'eau, est-ce que l'eau... pH 7, est-ce que c'est l'eau qu'il nous faut ou bien est-ce qu'il faut... Oui, en fait, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que le milieu intérieur est régi par un paramètre très important qu'on appelle le pH. Le pH, il est vraiment le paramètre le plus important pour avoir une santé de qualité. Malheureusement, aujourd'hui, dans nos choix alimentaires, dans nos choix aussi sur le plan psychologique, on a tendance à faire rompre cet équilibre du pH et on est plus orienté vers une phase d'acidité. L'acidité, c'est quoi? C'est l'abondance des déchets dans l'organisme et que l'organisme n'a plus les moyens de les éliminer. Et quand il y a autant d'acide dans le corps, et le milieu acide, tu sais, ce n'est pas un milieu viable. Les cellules vont chercher des moyens pour éliminer ou bien pour rééquilibrer ce déséquilibre au niveau du pH. Et là, ce sont nos réserves qui vont être sollicitées pour régler ce problème. Maintenant, l'alcalinité de l'eau, pour toute personne qui te parlera peut-être de façon plus ou moins... je ne sais pas quel est le terme que je veux dire, qui ne connaît pas l'impact ou bien l'importance de l'alcalinité, peut peut-être remettre en cause un peu l'eau alcaline. Mais si tu comprends un peu la base chimique même du produit, tu peux comprendre que la seule eau qui a la capacité de nettoyer ou bien de capturer les déchets, c'est ce qu'on appelle de l'eau alcaline. C'est-à-dire de l'eau dans laquelle on va rajouter du citron. Oui, en fait, le citron déjà, c'est un anti-acide, c'est une base très très puissante du jus. Malheureusement aussi, comme tu le sais, hein, on a tout le temps fait un mauvais procès au citron. Parce qu'on n'aime pas maigrir, quoi. Les gens ici, non, ce n'est pas le fait de maigrir, parce qu'ils disent que le citron est acide. Parce que le problème, c'est que pour définir ou bien donner un statut acide ou alcalin à un aliment, ce n'est pas par rapport à sa composition de départ. C'est après le métabolisme, c'est-à-dire après la transformation de cet aliment dans l'organisme, les déchets de cet aliment, c'est ça qui va définir le caractère acide ou alcalin d'un produit. Je te donne un exemple très simple. La viande, que tout le monde pense n'est pas un aliment acide, c'est l'un des aliments les plus acides. Parce qu'on a du phosphore dans la viande. On a du soufre aussi dans la viande. Mais ce métabolisme va nous donner des acides très très forts. Alors que le citron, en fait, les gens confondent aigreur et acidité. C'est ça. Alors que le produit le plus anti-acide, c'est le citron. Et ceux qui le consomment savent exactement de quoi je parle. Rien que le citron te permet d'alcaliniser. Les concombres, rien que le concombre, l'eau du concombre te donne de l'eau alcaline. Dans certains pays, vous voyez, par exemple, les gens dans leur carafe, ils ont toujours des tranches de concombre à l'intérieur. Et il y a les tchèpes là, que les Maliens utilisent. Oui, le tchèpe, est-ce qu'il alcalinise ou pas? Je ne peux pas le répondre parce qu'il faudrait peut-être tester le pH pour confirmer. Maintenant, il y a aussi des appareils. Vous allez par exemple au Japon, aux États-Unis, dans certains pays, ils ont des appareils qui sont bien en fait, fabriqués, insérés dans le réseau hydrique de la maison pour produire de l'eau alcaline. Mais il y a aussi des formules très simples. Oui, tout à fait. Avec du bicarbonate de sodium, on peut faire une eau alcaline. Mais le mieux, c'est que toutes les eaux naturelles que Dieu a créées
sont alcalines. Mais il faut avoir l'eau de source. Et là aussi, parce qu'on parle beaucoup de nutri-éléments avant de passer à la parole. Je suis en train de monopoliser la parole. C'est trop intéressant, c'est pour ça. C'est parce que les nutriments, les micro-éléments, oui, ça, je pense que c'est quelque chose d'assez essentiel. Parce que, comme on dit, vous avez parlé de banane, on sait qu'il y a du potassium, on sait qu'il y a du magnésium, mais ça, c'est des éléments dont on a besoin d'une très, très petite quantité, mais c'est une quantité qui est absolument vitale. Lorsqu'on n'en a pas... C'est la clé aujourd'hui de l'alimentation et c'est pour ça que vous voyez même de plus en plus, il y a des spécialités comme la micronutrition qui est en train de se spécialiser sur les fonctions de ces minéraux sur la santé. Parce que ce que nous disons aujourd'hui et ce que vous avez tout le temps entendu, les gens, quand ils vous parlent d'une bonne alimentation, ils parlent d'alimentation équilibrée. Et pour nous, cette notion est dépassée. Parce que quand on parle d'alimentation équilibrée, on est plus dans les macronutriments. Qu'est-ce qu'on appelle macronutriments? Ce sont les glucides, les lipides et les protéines. Mais nous sommes tous saturés aujourd'hui en macronutriments et carencés en micronutriments. Maintenant, ce sont ces carences en micronutriments qui sont à la base de toutes les maladies que nous développons. Vous prenez un minéral comme le magnésium, qui est difficilement compensé par les apports nutritionnels. Ça, c'est vrai. Et c'est un minéral qui est presque responsable de 300 réactions biochimiques dans le corps. Donc, si vous êtes carencé en magnésium, imaginez toutes les perturbations qui se produisent dans le corps. Absolument. Vous entendez souvent des spasmophilies, des crampes, tout ça, c'est du magnésium. Tout à fait. Même le niveau énergétique, le niveau d'énergie implique une bonne présence de magnésium. Donc, ce sont ces micronutriments qui, malheureusement, aujourd'hui, dans nos choix de cuisson, dans nos choix de repas, nous ne sommes plus présents dans ce que nous mangeons. Et ce sont ces éléments qui sont essentiels pour l'organisme. Les cellules ont besoin de ces micronutriments. Malheureusement, nos plats d'aujourd'hui ne contiennent plus ces micronutriments. Parce que pour l'essentiel, dès que vous dépassez 40 degrés, il n'y a plus de micronutriments. Il va rester des macronutriments. On se gave de ces macronutriments. Malheureusement, le constat, c'est que nous avons une santé presque dans les poubelles. Et pourtant, nous avons des macronutriments. Donc, si c'était les macronutriments qui étaient vraiment l'essentiel pour une santé, tout le monde serait en bonne santé. Mais le constat est que c'est la micronutrition qui est aujourd'hui vraiment la science à prendre, à faire connaître à tout le monde, pour que dans nos choix alimentaires, qu'on mette en avant la présence de ces micronutriments. Et c'est là où la notion d'alimentation vivante occupe sa place importante dans la reminéralisation, mais surtout dans nos apports micronutritionnels qui sont vraiment la clé pour une santé. Absolument, vous allez en parler avec Laura d'alimentation vivante. Absolument. Merci beaucoup, bonsoir docteur, merci beaucoup pour tous ces enseignements. Je trouve ça très important qu'on ait la possibilité de vous recevoir, que tous les téléspectateurs aussi puissent en apprendre plus sur ce qui est vraiment important, notamment dans l'alimentation, parce qu'effectivement, ça constitue, en plus, ça rythme nos journées. Donc si on utilise ces moments-là au service de notre corps, au service de notre santé, finalement, c'est vraiment d'utilité publique, tout ce que vous partagez avec nous. Donc, je suis très contente et ravie de vous recevoir. Et j'ai trouvé ça très important aussi que vous parliez du bien-être physique et mental, du fait que le mental est une aussi grande part, en fait, dans notre bien-être physique, parce qu'on va tout le temps être justement à la recherche de ce bien-être-là sans finalement s'attaquer aux vraies raisons qui sont responsables peut-être parfois d'un mal-être. Et j'ai trouvé... Je trouve aussi qu'il y a une nuance qui va être plus impactante même encore, c'est de penser au mieux-être finalement. Parce que parfois le bien-être, on a l'impression que c'est impossible de l'atteindre parce qu'il y a tout ça qui ne va pas, ou au niveau alimentaire, au niveau mental et autres. Et finalement, je me dis que peut-être la recherche du mieux-être, c'est quelque chose qui est accessible à tous et qui parle à tous. C'est important pour tout le monde en tout cas. Donc merci beaucoup. J'ai trouvé ça très important que vous parliez d'alcaliniser nos vies, parce que c'est même pas que dans l'alimentation, d'ailleurs c'est dans les modes de vie, l'hygiène de vie. Faire du sport, c'est alcalin. Le fait de méditer, c'est alcalin. Absolument. La prière, c'est une forme de méditation aussi. Absolument. Donc il y a plein de choses en fait qui sont tout autour de nous, qu'on peut faire comme choix. C'est holistique comme vous dites, c'est ça. Donc en tout cas voilà, merci beaucoup. C'est très important ce que vous êtes en train de dire. J'espère que ça va rentrer dans beaucoup d'oreilles ce soir. Et dans beaucoup de têtes. Et dans beaucoup de têtes, merci. Et du coup, je voulais revenir un petit peu sur ce que vous proposez au niveau de AVA, donc Académie de la vie en action, c'est ça? Parce que j'ai vu que voilà, vous arrivez à lier vraiment tout ce côté un peu bien-être, santé mentale et physique, avec aussi le travail, l'entrepreneuriat, le fait d'accompagner les gens aussi dans la possibilité d'être meilleurs, plus productifs dans leur travail, qu'ils soient entrepreneurs ou même peut-être dans des sociétés. Et voilà, j'ai vu que vous faisiez du team building, du développement personnel que vous insérez aussi dans vos accompagnements. Vous proposez des plans d'action.
vous donnez en fait des outils pour justement une meilleure hygiène de vie, hein, comme tout ce dont vous avez parlé depuis tout à l'heure, le yoga, la méditation, les techniques de respiration et autres. Et je voulais savoir finalement comment justement vous avez réussi à allier en fait l'entrepreneuriat et le bien-être et qu'est-ce qui vous a donné l'idée finalement de vouloir accompagner les gens dans ce domaine-là, étant vous-même justement dans la santé, hein, étant pharmacien, nutrithérapeute, c'est très intéressant. En fait, j'ai 1000 questions à vous poser parce qu'il y a tellement de sujets qui sont à explorer là-dedans, mais voilà, je voulais déjà vous poser cette première question-là. Oui, en fait, ça a été déjà une première orientation pour moi dès le début de m'orienter vers l'éducation des populations. Et quand je parle d'éducation des populations, je pense que l'Académie était vraiment cette plateforme qui pouvait me permettre de mettre au service des populations toute cette expertise, ces compétences qui pourraient aider la population, la personne qui n'a aucune notion en médecine, en santé, de pouvoir mieux connaître son corps, de savoir quel type de relation avoir avec l'alimentation. Et au-delà de ça, les autres outils dont vous avez évoqués, je vois que vous avez vraiment cherché à comprendre exactement toutes les actions que nous faisons. Ce sont des outils essentiels. Et chacun doit comprendre aussi comment utiliser non seulement ces outils, mais aussi découvrir la force qu'il y a derrière ces outils-là. Et c'est ça qui explique toutes les actions ou bien les programmes que nous mettons en place. Ça peut être une session ouverte au public, au cours de laquelle un thème est choisi et on développe ce thème pour que les personnes qui viennent participer puissent avoir assez d'éléments. Et une fois à la maison, de les mettre en application et de voir, comme vous dites, le bien-être ou bien le mieux-être éventuellement par rapport au grade ou bien à un niveau, un standard qu'on s'impose. Mais le plus important pour nous, c'est que l'Académie a été mise en place pour pouvoir mettre à la disposition de toute personne qui souhaiterait améliorer sa qualité de vie, de pouvoir éventuellement avoir les outils nécessaires qu'on pourrait éventuellement mettre à sa disposition. Et dans un accompagnement, parce que moi, très tôt, j'ai opté pour le coaching. Et dans le coaching, comme je le dis toujours, c'est un monde d'une puissance extrême parce qu'on n'est pas dans la théorie, on est dans le réel. Et dans le réel, on est obligé de travailler sur énormément d'outils qui vont, dans la globalité, aider à mettre en place un bien-être, une santé de qualité. Et c'est ça qui fait que, vous voyez, différentes identités sur lesquelles je travaille. Pourquoi l'entrepreneuriat aussi au sein de l'Académie? Parce que le constat aujourd'hui, surtout dans nos pays, ce que je constate, et qui aujourd'hui presque est le constat de tout le monde, on donne des financements à des jeunes sur la base d'un plan, d'un business plan. Mais quelle est la relation entre ce business plan que je donne à Aline et ma propre personnalité? Il y a un creuset, un fossé. Et c'est ça qui fait que, dans la globalité, on ne fait que constater des échecs. Parce que l'homme qui doit mener ce projet n'a pas été préparé pour comprendre exactement ce que c'est un entrepreneur. C'est quoi le chemin d'un entrepreneur? Tout cela, ça demande quand même une formation. Malheureusement, dans nos pays, on utilise des termes qui sont vides parce que dans le processus normal d'un entrepreneur, il y a énormément de travail mental à faire. Il y a énormément de préparation. Parce que de façon très simple, un entrepreneur doit se préparer à vivre sans sou. Un entrepreneur doit être préparé à tomber peut-être 1000 fois, mais qu'on l'aide à avoir la force pour qu'à la 1001e fois, que cette personne puisse se relever. Mais ça, c'est une préparation. Sur le processus, qu'est-ce qui se passe dans nos pays? Vous voyez aujourd'hui, tous les jours, dans vos quartiers, des boutiques ouvertes. 2 mois après, vous venez, vous voyez que tout est fermé. Avec tout l'argent qu'on a investi pour déjà relooker le local. Et qu'on perd sans pour autant pouvoir tirer le minimum de bénéfices de cet investissement. Le problème, il est où? C'est que la personne qui devrait entreprendre n'a pas été préparée. Et c'est ça aujourd'hui aussi le soutien ou bien la contribution qu'on apporte pour que les gens aussi puissent comprendre que c'est un processus qui n'est pas un processus d'amateur. C'est un processus de professionnel. Et quand on parle de professionnalisme, il y a un minimum de base à acquérir pour pouvoir éventuellement mener à bon ce chemin-là. Parce que l'avantage, comme je le dis souvent, que j'ai, moi, c'est déjà d'être chef d'entreprise par ma profession. Et cela aussi me permet, dans tout ce que je fais comme travail, et c'est là aussi où le titre, j'ai été vraiment charmé par le titre, parce que j'ai un autre ouvrage que j'utilise, par exemple, dans ce type de formation, où on parle en fait, le titre, c'est de la performance à l'excellence. C'est presque le même titre, quoi. Donc ici, c'est du meilleur à l'excellence. De là, c'est de la performance à l'excellence. Tout ça pour montrer, même dans l'entreprise, la vie de l'entreprise, il faudrait que les gens parviennent à partir
de la performance pour aller vers l'excellence. Mais tout ça, c'est des choses sur lesquelles il y a énormément d'outils, comme vous le dites, qu'on peut mettre à la disposition de toutes ces personnes. Mais pour dire de façon très simple, aujourd'hui, surtout dans nos pays africains, si on veut que la jeunesse puisse être vraiment bien accompagnée sur le plan des financements qu'on leur donne, on a une obligation de les préparer mentalement, de leur faire comprendre exactement ce que c'est un entrepreneur. On ne se lève pas du jour au lendemain, on se déclare entrepreneur. C'est ça, malheureusement, qui est le problème. Mais c'est vrai, c'est très pertinent ce que vous dites, parce que de nombreux entrepreneurs, de nombreux jeunes, finalement, se retrouvent dans des burn-out au bout de peut-être même la première année. Exactement. On voit qu'il y a peut-être un tiers des PME qui durent 3 ans et qui ferment. Et finalement, on se dit, finalement, on se rend compte qu'à quel point, ce n'est pas seulement l'argent le problème aussi, c'est le fait d'avoir la capacité à se tenir à ses objectifs. Et parfois, on pense qu'effectivement, dans nos pays où tout le monde est entrepreneur, finalement, ben, on a toujours l'impression que c'est l'argent qui manque et qu'on se dit « Ah, si j'avais 1 million qui tombait, 2 millions qui tombaient, j'allais pouvoir lancer mon truc. » Alors que finalement, ça ne suffit pas. On a besoin, comme vous l'avez dit, d'être accompagné. Et ben, encore une fois, c'est très important ce que vous dites. J'ai vu que vous organisez aussi d'ailleurs des stages de remise en forme et autres, physique et mentale. Et je voulais savoir un petit peu dans le détail, ces stages-là que vous proposez, comment ça s'articule? Ok, le stage, en fait, c'est des moments très spéciaux. C'est vraiment l'un des programmes les plus importants de l'Académie. Parce que c'est pendant ces stages que nous avons la possibilité, pendant 3 jours, d'avoir un groupe de personnes avec lesquelles on peut travailler sur les 3 types de bien-être. Le bien-être physique. Parce que les 2 paramètres, en fait, qui interviennent sur le bien-être physique, c'est l'alimentation et l'activité physique. On a le temps aussi de travailler sur le bien-être mental. Et c'est là où, franchement, on essaie pendant toute une journée de revenir sur vraiment un travail de développement personnel qui va aider toutes les personnes, peut-être en arrivant dans ce stage avec beaucoup de fardeaux, beaucoup de soucis, beaucoup de déséquilibres. En 3 jours, c'est vraiment de façon impressionnante que vous allez retrouver ces gens-là. Et on a aussi la possibilité pendant 3 jours de travailler sur le yoga, surtout le yoga du bien-être avec des postures qui permettent non seulement, par exemple, je te donne souvent l'exemple de la colonne vertébrale, comment apprendre les gens à s'asseoir, comment apprendre aux gens d'éviter surtout les problèmes de mal de dos, les problèmes d'hernie, les problèmes d'arthrose. Tout ça, c'est pendant ces 3 jours. Donc le stage, c'est vraiment un moment vraiment très exceptionnel. Parce que quand je fais une session ici, c'est de 9h à 12h. Je n'ai pas le temps de tout donner. Par contre, pendant le stage, franchement, on a le temps de bien travailler sur le bien-être. Et en 3 jours, franchement, comme vous le dites, et le terme aussi l'indique, c'est une bonne régénération, une vraie régénération qu'on retrouve. On va terminer avec le sportif de l'équipe. Non, mais j'avais vraiment envie de vous laisser continuer. Juste une question, parce que c'est vrai qu'on arrive, on doit recevoir nos autres jeunes là, qui vont terminer l'émission. Ok, bon, tu me pousses vers le terrain du sport. Alors j'ai envie de te dire, parce que quand j'écoutais le brillant professeur, le docteur, machallah, parler un peu, développer tout cela. On comprend rapidement que la santé est une discipline transversale. Il y a beaucoup d'autres disciplines qui entrent en matière, l'économie, le social, etc., le sport. Et surtout, ça me ramène à un ouvrage que j'ai lu qui s'appelle Le livre du dedans, de Rumi, dans lequel il parle de médecin intérieur. Quand on te donne un médicament, en réalité, c'est ta tête qui le reçoit d'abord, mentalement, et c'est pourquoi ça fait un effet. Absolument. Et donc, c'est important. C'est tellement vrai que même quand on te donne un placebo, un médicament, il n'y a rien dedans, exactement. Et tu guéris. Exactement. Et c'est important le fait que vous ayez soulevé cette part mystique spirituelle de cette nature-là que Dieu nous donne, en fait. Bon, c'est un autre débat. Mais c'est surtout pour dire aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas encore besoin, dans cette société-là, pour cette paix sociale ou cette santé collective, de victoires comme la Coupe d'Afrique? Oui, en fait, la Coupe d'Afrique, c'est vrai, c'est important, mais c'est des moments très éphémères. Les gens vivent ces émotions très agréables pendant un moment. Malheureusement, après, on replonge dans le quotidien. Exactement. Et c'est là où je dis qu'il faut forcément qu'on puisse intervenir. L'activité physique, aujourd'hui, même dans la gestion du stress, on te dit, le sport, c'est un anti-stress très puissant. Les sportifs le savent. Quand vous faites votre sport, vous produisez beaucoup d'hormones du bonheur. La dopamine. La dopamine, beaucoup de choses qui sont là, franchement, qui vous mettent dans un état d'excitation, dans un état de bien-être extrême. Exactement. Mais temporaire. Temporaire. Mais il faudrait maintenant conditionner les gens en les aidant à mieux gérer les événements, en les aidant à mieux gérer les conflits. Imaginez dans un couple où, par exemple, vous avez un conflit permanent. Si vous n'aidez pas l'homme à mieux gérer ce conflit-là,
Le temps de faire La son femme sport, aussi, il est hein. bien. Oui, bien sûr. Ne faites pas comme Aliou. Non, je sais que c'est vraiment... Les femmes posent beaucoup plus de problèmes. Ils n'ont plus de solutions. Ok, je vous laisse franchement choisir votre camp. Si cette personne, pendant les 2 heures de sport, se sent bien, avec une bonne sécrétion d'hormones positives, arrive à la maison, soit obligé d'inverser encore sa chimie, regardez tous les dégâts que cela pourrait faire. Mais si on travaille, on fait un bon coaching avec cette personne, en l'aidant à comprendre, le plus important dans la vie, c'est toi. Absolument, c'est ça. Le plus important, c'est le sens que tu donnes à l'événement. C'est ça. Tierno, tu peux m'insulter et que je sois là en train de te regarder et je m'éclate de rire. Parce qu'au fond de moi, j'ai travaillé de telle sorte que je suis arrivé à un niveau de comprendre que ton insulte ne fait pas de moi qui tu penses que je suis. Exactement. Qui je suis, c'est moi qui le définis. Ah, ouais. C'est moi qui connais mon potentiel. Si je viens voir Alune et que je lui fasse une proposition, Alune me dit que ton offre ne m'intéresse pas. Cela ne doit pas me frustrer. Je sais qui je suis. C'est moi qui définis mon potentiel. Je sais de quoi je suis capable. Dans les relations, c'est la même chose. Si quelqu'un a une attitude qui te frustre, le seul qui en perd, c'est toi. Absolument. Maintenant, il faudrait arriver à aider les gens à comprendre. Il faut un travail sur soi pour pouvoir relativiser. C'est là où le spirituel intervient. Absolument. Le spirituel, franchement, c'est la clé pour régler beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits. On ne peut pas se passer du spirituel. Et il sait exactement... Ça veut dire que c'est comme le poison. Quand on boit du poison et qu'on pense que c'est l'autre qui va mourir, quand on boit du poison, c'est nous qui mourrons. Or, la colère, c'est un poison. Exact. Et c'est là où je dis, acceptez d'être énervé par quelqu'un. Accepter d'être stressé par quelqu'un. Accepter d'être frustré par une situation. C'est être complice de sa destruction. C'est comme si je te dis, Pierre, prépare le poison, tu me sers et je prends volontiers ce verre que je bois. C'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. On va terminer juste avec M. Seck, un petit commentaire par rapport à ça. Sinon, on pourrait rester des heures à discuter avec le docteur. Oui. Je suis agréablement étonné. Étonné parce que, d'abord, ce qu'il dit, ça s'est confirmé, je suis témoin. Tout à l'heure, on était ensemble dans la salle d'attente, j'étais en train de discuter avec mon fils, mais il était là, imperturbable, dans son silence. Et ce silence-là, je m'aperçois qu'il était entier. Absolument. Hein? Et là aussi, il y a une psychologie solide qui est là, qui ne laisse pas l'individu aller n'importe où, qui ne laisse pas l'individu se perdre dans le jugement de l'autre. Hein? Et c'est important. C'est très important, de la manière dont on reçoit les choses. Absolument. La calomnie, par exemple, si on l'aperçoit mal, c'est parce qu'on accepte d'être calomnié. C'est ça. C'est tout ça. Docteur Keba Tamba, qu'on reçoit toujours avec beaucoup de plaisir. Vraiment, nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Ça me permettrait de vous remercier, de remercier mes co-présentateurs, Thierno Souleymane Diop-Niang, Laura Fortez. Remercier tous les techniciens de la RTS qui font un excellent travail de réalisation et de préparation de l'émission. Remercier tous les téléspectateurs qui nous regardent tous les dimanches aussi tard, à dimanche prochain, Inch'Allah.